Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui peut sembler un peu intimidant au premier abord, mais c'est la clé d'entrée en France pour beaucoup de professionnels du monde entier. La carte de séjour pluriannuelle Passeport Talent. On a vraiment épluché le guide du site officiel service-public.fr. Oui, bonjour. Et c'est vrai que le mot talent, il est crucial. On pourrait penser que c'est réservé, je sais pas, à des prix Nobel ou des artistes ultra célèbres. C'est ça. Mais en réalité, on va voir que le dispositif est bien plus large et assez pragmatique. Ça couvre des salariés qualifiés, des chercheurs, des entrepreneurs. Notre mission, c'est un peu ça, transformer ce qui ressemble à un labyrinthe administratif en un chemin beaucoup plus clair. Exactement. Rendre tout ça plus lisible. Parfait. Alors, pour commencer, mettons les pieds dans le plat. Ce fameux passeport talent, c'est quoi au juste? Ça s'adresse à qui? Alors, en gros, c'est un titre de séjour qui dure plusieurs années. D'accord. Il est conçu pour les étrangers non européens qui viennent s'installer en France pour y travailler sur le long terme. On parle d'un séjour d'au moins 1 an. Et la durée de la carte, elle est fixe? Non. Elle est souvent liée à la durée du contrat de travail ou du projet. Mais avec un maximum de 4 ans, ce qui est déjà pas mal. Et c'est renouvelable. 4 ans, ça offre une vraie visibilité. On n'est pas sur un visa de quelques mois. Mais au-delà de ça, quel est le vrai avantage? J'imagine qu'il en est un de taille pour justifier un dispositif aussi spécifique. C'est le point fondamental. L'avantage est double et il est énorme. Ah oui? D'abord pour la personne qui arrive, bien sûr. Mais le plus gros avantage, c'est peut-être pour l'entreprise qu'elle recrute. C'est-à-dire? Avec ces dispositifs, l'employeur n'a pas besoin de demander une autorisation de travail. Attendez, ça c'est un détail qui change absolument tout. Normalement, embaucher un étranger, c'est un vrai parcours du combattant pour une boîte. Précisément. Normalement, l'entreprise doit prouver qu'elle ne trouve personne sur le marché français, passer par des démarches longues, complexes. Là, rien de tout ça. Le statut passeport talent vaut autorisation de travail. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. L'entreprise est aussi exonérée de la taxe qu'elle doit payer normalement quand elle embauche un salarié étranger. D'accord, donc c'est un levier d'attractivité majeur. Absolument. Pour une start-up qui veut attirer le meilleur ingénieur de Singapour, c'est un argument de poids. Elle peut lui dire « Venez chez nous, la paperasse sera beaucoup plus simple ». Je comprends mieux. Ce n'est pas juste un papier, c'est une arme dans la guerre mondiale des talents. Alors, voyons qui peut y prétendre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule carte talent, mais toute une collection. C'est exactement ça. Il faut voir ça comme un menu avec plusieurs options. La catégorie la plus courante, c'est celle du talent salarié qualifié. D'accord. Et même à l'intérieur de cette catégorie, il y a plusieurs profils. Ah oui. Oui. Le premier, le plus classique, on va dire, c'est le pur produit du système universitaire français. Il faut avoir un diplôme de niveau master obtenu en France. Donc quelqu'un qui a fait ses études ici et qu'une entreprise veut garder? Voilà. Avec, bien sûr, un contrat de travail de plus de 3 mois et un salaire qui dépasse un certain seuil. Et ce seuil, il est de combien, Sam? Il est très précis. 39 582 € bruts par an. 39 582. C'est une sacrée précision, hein. C'est l'administration. Ce seuil fixe une barre assez haute quand même. Ça dessine déjà le portrait du talent recherché. Mais ce profil diplômé en France me semble un peu restrictif, non? Oui, et c'est pour ça qu'il y a d'autres options. La deuxième, c'est le salarié d'une entreprise innovante. Ah, intéressant. Là, le diplôme est moins central. Ce qui compte, c'est d'être recruté par une jeune entreprise innovante, une GI, pour un poste lié à la recherche et au développement. Et le salaire? C'est le même seuil. 39 582 €. La logique est différente. On mise sur l'écosystème de l'innovation. D'accord, on a le diplômé classique, le technicien de la Startup Nation. Et la troisième voie, c'est quoi? La troisième voie, c'est le salarié en mission. Ça concerne la mobilité à l'intérieur d'un grand groupe international. La mobilité intra-groupe. C'est ça. Un salarié d'une entreprise à l'étranger vient travailler dans la filiale française. Il faut une ancienneté d'au moins 3 mois dans le groupe et, vous l'aurez deviné,
le même niveau de salaire. Exactement. C'est fascinant de voir les 3 cibles. L'excellence académique française, le pari sur l'innovation et la fluidité pour les multinationales. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui arrive à un expert qui a, disons, 15 ans d'expérience, qui gagne très bien sa vie, mais qui n'a pas forcément de master? C'est une excellente question. Et c'est précisément là qu'intervient une autre catégorie, un peu à part, et très importante. La Talent Carte Bleue européenne. Ah, la fameuse carte bleue européenne, elle est différente. Oui, très différente dans sa philosophie. D'abord, le seuil de salaire est beaucoup plus élevé. Ah oui, On passe à 59 373 € bruts par an. d'accord, là on change de dimension. C'est ça. Ça correspond à 1,5 fois le salaire moyen de référence en France. Mais en contrepartie, les conditions de diplôme sont beaucoup plus souples. C'est-à-dire? Un diplôme de niveau Bac+3 suffit. Ou même, et c'est le point clé, 5 années d'expérience professionnelle d'un niveau comparable. C'est ça, l'ouverture. L'État dit en somme, on valorise l'expérience qui se paie cher, même si elle n'est pas académique. C'est très pragmatique. Absolument. C'est une porte d'entrée pour des managers plus seniors, des experts techniques qui ont fait leurs preuves sur le terrain. D'accord, le salariat est bien couvert, mais le mot talent, ça évoque aussi la création, l'indépendance. Est-ce qu'on retrouve cette ouverture quand on sort de ce cadre coportoraire? Je pense aux entrepreneurs, aux artistes. Tout à fait. Il y a un volet très important pour les créateurs. C'est la catégorie porteur de projet. D'accord. Et là encore, on a 3 chemins possibles. Le premier, c'est pour celui qui veut créer son entreprise. Il faut un projet jugé réel et sérieux, un diplôme de niveau master, ou 5 ans d'expérience, et surtout un investissement. De combien? D'au moins 30 000 €. 30 000 €. C'est une somme, mais ça reste accessible pour un projet de start-up sérieux. Et les autres chemins? Le deuxième est plus élitiste. Avoir un projet économique innovant, reconnu par le ministère de l'économie. Et le troisième, on change carrément d'échelle. C'est l'investissement économique direct. C'est-à-dire? Il faut investir personnellement au moins 300 000 € dans une entreprise française et s'engager à créer ou sauvegarder des emplois. Attendez, on passe de 30 000 à 300 000 €. Oui, On met dans la même catégorie un jeune qui lance son appli et un grand investisseur. C'est le grand écart. c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a aussi bien sûr le monde de la culture avec la catégorie profession artistique et culturelle. Et là, j'imagine que le critère n'est ni le diplôme, ni l'investissement. Non, le critère c'est de prouver qu'on peut vivre de son art. Il faut justifier de ressources suffisantes et que la majorité de ces ressources viennent bien de l'activité artistique. La preuve du talent ici, c'est la viabilité économique. C'est logique. On voit que pour chaque profil, l'État a défini un critère de validation. C'est un système de filtre très sophistiqué en fait. C'est le mot. Un filtre pour ne laisser passer que les profils jugés à forte valeur ajoutée. Bon, imaginons que quelqu'un qui nous écoute se soit reconnu dans une de ces cases. Maintenant, il faut affronter la bête et vice, l'administratif. Par où on commence? Alors, le point de départ dépend d'où l'on se trouve. Si on est encore à l'étranger, la demande se fait auprès des autorités consulaires françaises, donc l'ambassade ou le consulat. Et si on est déjà en France, par exemple un étudiant en fin de cursus? Dans ce cas, tout se fait en ligne. Il faut passer par le site de l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France. La fameuse dématérialisation. Parlons de ce qui fait peur. La liste des documents à fournir. Il y a un socle commun, le trio classique, passeport en cours de validité, justificatif de domicile et une e-photo, une photo d'identité numérique. Classique, en effet. Et il y a un document plus récent qui est plus symbolique. C'est un formulaire où le demandeur s'engage sur l'honneur à respecter les principes de la République française. Intéressant. Et après ce socle commun, j'imagine que ça se corse. Oui, après, chaque catégorie a sa propre liste de justificatifs. Pour le salarié, ce sera le contrat et le formulaire CERFA de l'employeur. Pour le créateur d'entreprise, le business plan, la preuve de l'investissement. Le site servicepublic.fr est très précis là-dessus. Une fois le dossier déposé, que se passe-t-il? On attend, et ça coûte combien? C'est la préfecture qui instruit le dossier. Si c'est accepté, il faut payer une taxe de 225 € sous forme de timbre fiscal électronique. 225 €. C'est une somme, mais pour un titre de plusieurs années, ça reste un investissement. D'ailleurs, la source partage une anecdote assez drôle à ce sujet. Oui, et c'est le genre de détail qui peut tout faire capoter. Le site précise bien de ne pas acheter un timbre-amende par erreur. Ah oui, j'imagine à scène au guichet. Vous pensez avoir payé pour votre titre de séjour et en fait, vous avez réglé une amende de stationnement. Ce serait dommage. Une fois le bon timbre payé,
On retire sa carte en préfecture. Abordons une question essentielle, un vrai deal breaker pour beaucoup. La famille. Est-ce que le conjoint et les enfants peuvent suivre? Absolument, P. C'est un des plus grands atouts de ce statut. Ah, Le conjoint et les enfants mineurs bénéficient d'une procédure simplifiée, qu'on appelle la famille accompagnante. Ils obtiennent leur propre carte de séjour, talent famille. et le point crucial pour le conjoint, c'est le droit au travail, j'imagine. C'est ça qui change tout. Cette carte talent famille autorise le conjoint à travailler dès son arrivée en France, sans aucune autre démarche. C'est un avantage énorme par rapport à la procédure de regroupement familial classique. C'est un atout considérable, c'est clair. Mais il faut envisager le scénario inverse. Si la demande est refusée, que se passe-t-il? Non, il y a des voies de recours. Il y a 2 cas. Le premier, c'est le refus explicite. On reçoit une lettre motivée. On peut alors contester devant le tribunal administratif. Et le deuxième cas, qui est souvent plus angoissant, j'imagine? C'est le refus implicite. C'est quand l'administration ne répond pas. Si après 4 mois, il n'y a pas de réponse, C'est non. c'est ça. Le silence vous refus. C'est très stressant. Mais même là, on a 2 mois pour former un recours. Soit administratif, soit directement devant le tribunal. D'accord, des solutions existent. Bon, si on prend un peu d'auteur pour conclure, que retenir? Pour moi, il est clair que ce passeport talent, c'est une machine complexe, oui, mais c'est surtout une invitation très ciblée. C'est une excellente image. Ce n'est pas une porte grande ouverte, c'est plutôt un trousseau de clés pour des serrures très spécifiques. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce trousseau de clés est une photographie des priorités du pays. C'est vrai. En définissant qui est éligible, l'État dessine une carte de ce qu'il considère comme stratégique. L'innovation, la recherche, l'investissement, la culture. C'est un outil de politique publique, bien plus qu'un simple formulaire. Exactement. Le guide nous explique le comment, avec une précision chirurgicale. Mais en lisant entre les lignes, il nous révèle le pourquoi. Et pour finir, ça me laisse avec une interrogation, une pensée à méditer. Je vous écoute. Ce système est conçu pour cataloguer et filtrer le talent dans des cases bien nettes. Mais le vrai talent disruptif, l'innovation de rupture, celle qui, par définition, ne rentre dans aucune case, est-ce qu'elle peut passer à travers les mailles de ce filet? Ou est-ce que ce système, aussi bien intentionné soit-il, ne finit par sélectionner que les profils qui sont, avant tout, les plus doués pour maîtriser ses propres rouages administratifs? La question, je crois, reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.